11h11, bonjour à tous. Craignez-vous une nouvelle crise financière? Craignez-vous une nouvelle crise économique? Faut-il craindre un krach boursier et une crise économique comme en 2008? C'est la question qu'on vous pose depuis vendredi sur Twitter et qu'on vous pose encore ce matin. Dites-nous quel est votre pronostic, si vous êtes confiant ou bien comme la plupart des tweetonautes qui se sont exprimés, est-ce que vous êtes pessimiste? Mais surtout, dites-nous pourquoi. En attendant de vous lire, voici la réponse de l'économiste Nicolas Bouzou, interrogé la semaine dernière en marge de l'émission Point de vue. Il faut craindre une crise. Il y aura une crise. Tous les actifs aujourd'hui sont surévalués, les prix des actions sont très élevés, les prix des obligations sont très élevés. Et donc cette bulle, elle va éclater, et à mon avis, elle va éclater relativement rapidement. Je pense que la probabilité d'une crise dans les 2 ou 3 ans est de l'ordre de 100%. Alors, en revanche, sur le deuxième aspect de la question, est-ce que la crise sera aussi forte qu'en 2008 ? Je serais moins affirmatif. Je ne suis pas inquiet à ce point-là. Je pense qu'on aura une crise qui ressemblera plutôt à ce qu'on a connu en 2001, voire à ce qu'on avait connu pour les plus anciens en 1987, c'est-à-dire une crise qui reste quand même en grande partie circonscrite à la sphère financière, alors qu'il y aura forcément des traces sur l'économie réelle, mais il faut bien comprendre qu'aujourd'hui, les banques ont plus de capital qu'elles n'en avaient en 2008. On ne retrouve pas des phénomènes comme la titrisation, où on les retrouve beaucoup moins présents qu'en 2008. Et donc je pense que les courroies de transmission de la crise sont beaucoup plus étroites qu'elles ne l'étaient en 2008. Alors, est-ce que vous partagez ce diagnostic? Est-ce que vous êtes convaincu par l'analyse et le pronostic de Nicolas Bouzou? J'attends vos réponses et bien sûr, celles de nos décrypteurs. Et je salue Virginie, Titouan, William, Robert et Gérard qui nous rejoignent sur le Figaro.fr et sur la page Facebook du Figaro. Vous pouvez bien sûr commenter et poser vos questions. On les posera également à nos invités et on y reviendra d'ailleurs dans une partie spécialement consacrée dans un deuxième temps dans cette émission. Bonjour Bertie Bayard. Bonjour. Vous êtes l'une des plumes du Figaro Économie, auteur d'une chronique à retrouver chaque semaine dans les pages débat et opinions du Figaro et aussi de l'interview du grand témoin à retrouver bien sûr sur Figaro Live. Vous avez notamment interviewé le prix Nobel d'économie français, Jean Tirole. On attend d'ailleurs de connaître le nouveau prix Nobel d'économie dans l'édition 2018. Et avec Jean Tirole, vous êtes revenu sur la crise de 2008. Et avec lui, vous avez d'ailleurs, et avec d'autres grands acteurs de cette folle période, vous avez analysé les ressorts de cette crise et vous avez eu leur confidence et leur analyse. Votre série, vos interviews sont à retrouver sur le Figaro.fr. Après avoir fait ce travail, est-ce que vous avez une réponse à cette question toute simple? Est-ce qu'on a tiré les leçons de la crise de 2008? Oui, on les a tirées. Je sais qu'il est de bon ton en ce moment de dire... C'est ça que voilà. je veux dire. C'est de bon ton aujourd'hui de dire qu'on n'a rien appris de 2008, que rien n'a changé depuis 2008. Et on a pas mal de docteurs catastrophes qui nous prédisent une réédition de cette crise exceptionnelle. Donc je crois que c'est faux de dire que rien n'a changé depuis 2008. Les choses ont changé. Les banques, et Nicolas Bouzou l'a très bien dit, sont beaucoup plus solides. La régulation a été énormément renforcée. Les risques sont mieux pilotés. Donc le système, quand même, a beaucoup changé depuis. Maintenant, on a tiré les leçons de la crise. Le risque, c'est peut-être qu'on les oublie, ces leçons. Vous parliez de Jean Tirole, lui, il met en garde contre la tentation des réglementations, contre une nouvelle forme de laxisme face aux bulles. Et c'est bien peut-être dans cet oubli des leçons et dans une tentation de retour en arrière que là, il pourrait y avoir de nouveaux risques. Ce que vous êtes en train de dire, c'est que finalement, comme on est revenu à une situation d'avant 2008, eh bien, on recommence avec les habitudes d'avant 2008. Alors, on n'est jamais exactement dans la reproduction des schémas passés. Il faut se méfier de ça. C'est-à-dire que souvent, on se prépare à la crise d'hier et pas à la crise de demain. Donc, il ne faut pas chercher absolument à reconstituer les événements et à reconstituer notre actualité par rapport à ce qui s'est passé en 2006-2007. Les choses sont différentes. Voilà. Mais effectivement, il peut y avoir cette tentation d'assouplissement parce que finalement, la croissance va bien, en particulier aux États-Unis. On n'a pas eu de sinistres financiers importants ces dernières années. Et donc, on se dit finalement, peut-être qu'on a été trop loin après 2008 et qu'on peut redonner un petit peu d'oxygène au système financier, un peu plus de souplesse. Et même aux États-Unis, ça va peut-être même mieux que ce qu'on a annoncé après l'élection de Donald Trump. On y reviendra peut-être dans une deuxième partie à Christian Saint-Etienne. Si on regarde en arrière,
on se rappelle, donc la première dimension de cette crise, c'est les subprimes. Oui. Est-ce que, pour les plus jeunes en tout cas, vous pouvez rappeler ce que c'était? À la base, les subprimes, c'est quelque chose de très simple. C'est du crédit immobilier qui est fait pour des ménages qui ont des moyens modestes, voire très peu de moyens. Donc c'est pour ça qu'on les dit subprime. C'était en dessous des emprunteurs qu'on disait prime, c'est-à-dire un emprunteur qui a des bons revenus, il est prime. Un emprunteur qui a des revenus faibles ou variables, c'est un subprime. Donc on a trouvé un système pour faire des crédits à ces gens-là. Le système s'est énormément développé parce qu'en fait, le vice du système, c'était que ceux qui accordaient les crédits n'étaient pas ceux qui portaient le risque ensuite, par le mécanisme de la titrisation. Vous avez un courtier... Alors attention. On vous suit sur... Voilà. On comprend que ceux qui prêtent de l'argent ne sont pas ceux qui prennent le risque. Voilà. Et donc, pour faire simple, il y a un phénomène, c'est qu'ils vont donner de la... Vous avez un courtier qui va voir le ménage... le risque par la titrisation. Vous pouvez vous acheter cette maison-là, il n'y a pas de problème, vous aurez un crédit, et ce crédit sera gagé sur la valeur de votre maison, et on considère que la valeur de votre maison, de toute façon, elle va augmenter. Voilà. Le courtier, une fois qu'il a vendu son crédit, qu'il a pris sa commission, il retransmet, on va dire, le crédit, il est porté par d'autres investisseurs. Voilà. Et donc lui, il n'est pas intéressé à analyser correctement le risque du crédit qu'il a accordé. Ensuite, vous avez des investisseurs qui, eux, achètent ce risque. Entre deux, vous avez un élément fondamental du système, c'était les agences de notation qui mettaient leurs tampons sur des produits financiers dans lesquels tous ces crédits immobiliers subprime avaient été assemblés. Donc on prend tous les crédits immobiliers américains des subprimes, on les repackage, on en fait de nouveaux produits financiers. Entre deux, les agences de notation mettent leurs tampons, le risque est sûr, c'est un triple A, et on bazarde tout ça dans la planète financière entière. Voilà. Et sur cette base-là, on recrée des produits financiers en plus qui font que par rapport au volume initial des subprimes, on a un volume de risque qui est bien plus important. C'est la deuxième dimension. Je reviens justement sur cette première dimension que vous avez apportée justement sur ceux qui ont prêté ne sont pas ceux qui ont pris le risque. Est-ce que depuis on a tiré les leçons et est-ce que on est sorti, on est sorti de cette crise des subprimes, mais est-ce que on est garanti par rapport à ça, par rapport à ce procédé? Il y a plusieurs choses qui ont changé. Est-ce que le procédé continue? C'est-à-dire le procédé de la titrisation en tant que tel, il existe encore. Hein. Et c'est plutôt une bonne chose parce que ça veut dire qu'on a plus d'argent qui est disponible pour financer les crédits. Ce qui est important, c'est que le déclencheur initial du crédit porte une petite part de risque. Voilà, ce qui l'intéresse à la qualité du crédit qui est accordé. Et donc ça a été mis dans la régulation et donc là-dessus, on a moins de risques. Ça, c'est le premier. Ça, c'est un facteur quand même de sécurisation du système. Après, il y a une autre question qui se pose, c'est-à-dire que derrière la crise des subprimes, il y avait une crise immobilière qui a été exceptionnelle parce que pour la première fois de l'histoire, ce sont tous les marchés immobiliers américains qui se sont effondrés, là où on pensait qu'il y aurait un équilibre entre côte est, côte ouest, etc. Là, finalement, en 2008, c'est tout le marché qui s'est effondré. Est-ce que maintenant, le marché immobilier, est-ce qu'on est sorti justement de cet effondrement du marché immobilier depuis? Oui, clairement, on est sorti de cet effondrement, mais on se dit de nouveau qu'il peut y avoir une bulle immobilière aux États-Unis ou ailleurs, qui a un corollaire assez logique du contexte de taux d'intérêt qu'on a aujourd'hui. Voilà. Après, est-ce que cette crise immobilière, si elle devait se déclencher, cet éclatement d'une bulle immobilière, s'il devait se produire, déclencherait une crise identique à celle de 2008? A priori, on a des mécanismes entre deux qui font que ce serait potentiellement grave, comme toutes les crises immobilières, mais on n'est pas sur cette déflagration du système qu'on a pu connaître à l'époque. Parce que justement, on a des mécanismes issus de la mécanique. Parce qu'on n'a pas ce phénomène, on espère en tout cas, qu'on n'a pas ce phénomène de dissémination du risque qu'on avait en 2008, de dissémination et d'inconnu, c'est-à-dire que personne ne savait où était le risque et dans quelle mesure il pouvait faire s'effondrer le système. Voilà, donc on a, j'espère, une surveillance plus forte des produits complexes qu'on peut créer à partir des crédits. Ce sera ma dernière question, Bertie. La deuxième dimension de cette crise a été cette espèce de propagation d'emprunts toxiques à l'époque. Est-ce que justement maintenant, d'abord on est sorti de cette contagion? Première question. Et deuxième question, est-ce qu'on a des garanties par rapport justement à cette contagion des emprunts toxiques? Alors les emprunts toxiques, il y en a eu qui étaient très à la mode à l'époque. Je pense qu'aujourd'hui, il y a un petit peu plus de... Enfin, la crise, elle est encore dans beaucoup d'esprits et donc on
on fait un peu plus attention. Je pense qu'aujourd'hui, une collectivité locale, parce qu'on associe souvent les emprunts toxiques à cet exemple-là, je pense qu'aujourd'hui, un maire à qui on propose un crédit sur 30 ans indexé sur le cours du franc suisse va se poser un petit peu plus de questions que ce qui s'était produit avant 2007. Voilà. Après, sur le phénomène de contagion, ce qui est important, c'est de savoir dans quelle mesure une crise financière peut, comme en 2008, se répercuter immédiatement sur les acteurs bancaires, c'est-à-dire sur ceux qui ont dans leur bilan les dépôts de tout un chacun. C'est ça qui fait la crise systémique. Voilà. À l'époque, on avait cette contagion directe possible. Aujourd'hui, on a un secteur bancaire qui est à nouveau plus solide, plus sécurisé, et un peu moins sensible, on va dire, on l'espère, à tout ce qui peut se passer dans la finance. Après, voilà, il y a beaucoup plus de fonds propres, il y a beaucoup moins d'effets de levier, c'est-à-dire moins d'endettement par les banques elles-mêmes pour aller prendre des risques sur les marchés. Ça, c'est un point très important. En gros, et je terminerai par là, les banques ont plus de règles et plus d'argent finalement dans leur caisse en cas de problème, plus de réserves financières. J'avais interviewé Baudouin Pro qui me disait, pour BNP Paribas, à l'époque, c'était 29 milliards de fonds propres, aujourd'hui c'est 76 milliards de fonds propres, c'était quelques dizaines de milliards, c'est beaucoup, de liquidités, aujourd'hui c'est 320 milliards. Il dit on avait des digues qui étaient mises à 4 mètres, aujourd'hui elles sont à 15 mètres. Merci beaucoup pour ces premières précisions, Bertie. On va continuer à aborder tous ces points, c'est passionnant. Gigi Do sur le Figaro.fr nous dit « On a plein de mèches allumées, il ne reste plus qu'à savoir laquelle va atteindre le baril de poudre en premier. » Le moins qu'on puisse dire, c'est que, à l'image de Gigi Do, ceux qui ont commenté sur Twitter ce week-end, justement, et qui ont répondu à la question « Est-ce que vous craignez un nouveau krach boursier? Est-ce que vous craignez une nouvelle crise économique ?» sont pessimistes. On a prêté aux banques qui n'ont pas tiré les leçons de 2008. Est-ce que, c'est l'avis également de Christian Saint-Etienne? On va lui poser la question, en tout cas on va tâcher de le faire. Merci Bertie. Merci. Bonjour Christian Saint-Etienne. Bonjour. Merci d'être avec nous. Je rappelle que vous êtes économiste, professeur d'économie industrielle à la chaire Jean-Baptiste C aux Arts et Métiers au CNAM à Paris. Vous avez été par le passé au Crédit Lyonnais pour notamment redresser la banque après son krach de 1993. Est-ce qu'on a tiré, selon vous, toutes les leçons de 2008 ? Une grande partie, oui, en ce qui concerne le secteur bancaire, qui a été transformé par un certain nombre de réglementations aux États-Unis, en Europe, avec le risque de la déréglementation en cours sous l'administration Trump aux États-Unis. Mais en ce qui concerne l'Europe, on peut même penser qu'on est en surréglementation du secteur bancaire. Et ceci nous conduit d'ailleurs au prochain risque, c'est que du fait de cette surréglementation du secteur bancaire se développe ce qu'on appelle la banque de l'ombre. Et cette banque de l'ombre qui rassemble tous les fonds qui ne sont pas soumis à cette surréglementation bancaire est probablement le lieu d'où partira la prochaine crise. Je me permets de vous arrêter sur ce que vous venez de dire, sur cette banque de l'ombre. Et Jean Tirole, dans l'interview qu'on citait tout à l'heure à Bertie Bayard, en parle beaucoup. C'est-à-dire qu'il y aurait, comme il y a un dark web, il y aurait une dark bank. En quoi ça consiste exactement ? Bon. Il faut partir de ce qu'est l'intermédiation financière. L'intermédiation financière sert à intermédier l'épargne des ménages vers l'investissement des entreprises. C'est-à-dire fondamentalement. L'épargne que je peux mettre dans ma banque peut, avant de se retrouver injectée dans l'économie, il y a des organismes intermédiaires qui peuvent la récupérer et dispatcher ça. Voilà, donc c'est les banques, c'est la notion même de banque ou d'établissement de crédit. C'est cet intermédiaire qui a deux fonctions stratégiques dans le financement de l'économie. Les banques font ce qu'on appelle de la mutualisation du risque par rapport à l'investissement direct sur lequel on pourra revenir. Donc la mutualisation, si vous prenez la BNP, pour faire simple, elle a probablement en France 10 millions de clients personnels et 500 000 clients entreprises. Donc tout le monde fait des dépôts et à l'actif de la banque va faire des crédits et ces crédits donc
vont être faits à un nombre d'entreprises, peut-être 200 ou 300 000, de telle sorte que vos dépôts sont une toute petite partie du risque pris par la banque et les fonds propres de la banque garantissent vos dépôts. Donc la banque fait de la mutualisation, sachant que son autre rôle fondamental, c'est de sélectionner les entreprises auxquelles elle va prêter. Ou si elle prête à des ménages pour acheter un appartement, elle sélectionne les ménages. Donc il y a cette fonction de sélection de ceux qui bénéficient des financements et de mutualisation du risque. Et là, on est sur ça, on est beaucoup plus prudent que depuis 2008, c'est ce que vous avez dit. Même on est un peu trop prudent, d'après ce que vous dites. On a mis en place une surréglementation en Europe qui devient ridicule. Je vous donne un exemple. Pour une banque comme la BNP ou BPCE, qui est cette banque qui regroupe les caisses d'épargne et les banques populaires, vous aviez, pour gérer les ratios de la Banque centrale, il y a seulement 7-8 ans, 10 à 15 personnes. Vous prenez un groupe comme la BPCE, vous avez 350 personnes simplement pour gérer les ratios et les relations avec la Banque centrale européenne. Est-ce que ça peut provoquer une crise, ça ? Non. Alors justement, il y a une surréglementation, ça ne risque pas de créer une crise. Ce que ça peut provoquer, c'est du sous-investissement. C'est-à-dire qu'à force de contrôler les banques, eh bien, elles sélectionnent tellement les risques qu'on laisse à la marge des risques qui pouvaient être intéressants pour le développement de l'économie, notamment donc, toutes les startups ou toutes les sociétés. Voilà. Et donc ça peut peser sur la croissance. Et ça fait référence à un autre de vos livres sur l'économie de l'innovation. Exactement. Je me permets de vous couper. Mais donc justement, si les banques sont surréglementées, qu'est-ce qui s'est passé ? Une partie de l'épargne a basculé en dehors des banques. Parce que si elles sont surréglementées, elles vont où donc si les banques sont surréglementées aussi, elles payent très peu d'intérêt à ceux qui déposent l'argent chez eux. Donc il y a des gens qui sont tentés, des épargnants qui sont tentés de donner leur argent à des non-banques. Ce sont notamment les ménages qui ont des patrimoines significatifs. Et cet argent va rapporter davantage, mais il sera prêté en dehors du système surréglementé. Et c'est là qu'on va arriver donc, dans ce système de l'achat de banque. Juste une réponse courte, Christian Saint-Etienne. Quand vous entendez Nicolas Bouzou dire qu'on risque une crise comme en 1987 ou en 2001, mais pas comme en 2008, est-ce que tout simplement vous êtes d'accord ? Non. Je dirais simplement qu'il faut préciser. Une crise boursière de correction des cours, oui, mais il ne faut pas faire de confusion entre crise boursière et crise économique. C'est-à-dire imaginer qu'il y aura une répercussion massive nécessairement sur l'économie, puisque les banques, justement, sont surréglementées, que les entreprises elles-mêmes ont une couverture en fonds propres qui est beaucoup plus forte qu'avant, eh bien, on peut imaginer que la crise boursière sera ce qu'on appelle une correction boursière, qui peut être de 15 ou 20%, mais ça n'aura pas forcément une conséquence, une répercussion majeure sur l'ensemble de l'économie. Quand on fait les... Sauf à ce que, évidemment, il y ait des intermédiaires qui chutent, notamment dans cette finance de l'ombre, et ce qu'il faut évidemment surveiller, c'est dans quelle mesure certaines banques pourraient avoir prêté à la finance de l'ombre. Donc ça, c'est... Et ça, on ne le sait pas encore. On le sait, mais de manière insuffisante. Et surtout, ce qu'il faudrait faire, c'est mettre en place une réglementation de la finance de l'ombre. Et la raison pour laquelle on ne le fait pas en Europe, c'est qu'aux États-Unis, on ne le fait pas. Par ailleurs, il y a un deuxième risque qui pointe, c'est que la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne présente un risque de combat réglementaire. Déjà, le Royaume-Uni a prévenu qu'une fois qu'ils seraient sortis, ils adopteraient toujours des réglementations inférieures à celles du continent européen pour nous faire une concurrence réglementaire. Alors ça, c'est insupportable. La concurrence réglementaire, c'est la négation de l'économie de marché, de l'économie libérale. Le fondement de l'économie libérale, comme aurait pu le dire Jean-Baptiste Say ou Ricardo ou d'autres, c'est évidemment que tout le monde ait les mêmes règles fiscales et sociales, ce qui n'existe pas d'ailleurs en Europe. Ce que vous êtes en train de nous dire, c'est qu'il risque d'y avoir justement un combat des réglementations et peut-être quelque chose... C'est ça c'est un des principaux risques sur les 10 prochaines années. Une toute dernière question. On dit souvent que les crises arrivent d'un endroit où on ne pense pas qu'elles puissent venir. Est-ce que ça peut venir de la Chine, par exemple, ou bien est-ce que ça peut venir, par exemple, du Bitcoin ? Alors le Bitcoin, en ce moment, non, parce que ça reste marginal, c'est encore réglementé.
Je pense que la BCE est très vigilante, mais très clairement, il faudrait peut-être aller dans l'esprit du Glass-Steagall Act des années 30, interdire aux banques commerciales de prêter à des sociétés de Bitcoin. Mais par ailleurs, sur le risque fondamental sur le système économique, le plus grand danger, je pense, en Europe vient du surfinancement dans le secteur immobilier à des taux ridiculement bas. Et donc, d'une certaine façon, le paradoxe absolu, c'est que le principal facteur de risque aujourd'hui, c'est peut-être la politique monétaire de la Banque centrale elle-même. Et il faut regretter qu'on n'ait pas remonté les taux d'intérêt de la Banque centrale, pas forcément de beaucoup, mais au moins les remettre en territoire positif. Je pense qu'il y a une hausse d'1% du taux de refinancement de la Banque centrale qui aurait dû être mise en œuvre il y a au moins 18 mois ou 2 ans. Et ça fera partie de l'héritage négatif de Mario Draghi lorsqu'il partira à la retraite le 1er novembre 2019. Et en tout cas, c'est le traitement du docteur Saint-Etienne qui est prescrit, somme toute assez classique, de remonter des taux d'intérêt. Merci Christian Saint-Etienne. Je signale votre blog et votre dernier livre, Osons l'Europe des nations. C'est aux éditions de l'Observatoire. Et je signale aussi l'économie pour sortir de la crise. Craignez-vous un nouveau krach boursier, une nouvelle crise économique comme en 2008, surtout après avoir entendu Christian Saint-Etienne et Bertil Baillat? Eh bien, finalement, vous êtes toujours encore assez pessimiste. Vous dites oui à 65%, c'est plus qu'au début de l'émission. Est-ce que c'est le sentiment qui est partagé par les professionnels de la finance? Est-ce que les pros de la spéculation craignent une crise? Eh bien, on va demander à un spécialiste. Bonjour Roland Laskin. Bonjour. Vous êtes le spécialiste avec Jean-Bernard Lizier de la Bourse au Figaro et vous conseillez ceux qui le veulent avec le portefeuille du Figaro Bourse, qui est à retrouver sur le Figaro.fr. Est-ce que les traders, les investisseurs institutionnels, bref, les acteurs de la bourse, des marchés financiers craignent une nouvelle crise à l'heure actuelle? Alors, est-ce qu'il y aura une crise, une correction boursière? Oui. Non, mais est-ce qu'eux le craignent actuellement? Non, alors les professionnels ne sont pas très inquiets. C'est plutôt effectivement les particuliers, on le voit bien sur les réseaux sociaux. On parle beaucoup de bulles et de risques de krach. C'est vrai que les chiffres sont assez impressionnants. En 10 ans, le Dow Jones a augmenté de 165%. Si on prend l'indice Nasdaq avec les valeurs technologiques, on est à 318%, le CAC 40 plus 44%. Donc on a vraiment des hausses assez importantes. Et vous répondez à ma deuxième question de ce fait, c'est est-ce que la bourse est raisonnable et où est-ce qu'elle est trop loin de l'économie réelle? Alors, pour répondre à cette question, en fait, il faut savoir est-ce qu'elle a monté de façon artificielle et est-ce que les mesures dont on a parlé tout à l'heure ont eu un impact réel? Est-ce que l'économie réelle va mieux ou pas? Alors c'est vrai qu'il y a eu un côté un petit peu artificiel, on a baissé les taux, on a aidé les marchés à repartir. En baissant les taux, on favorise l'investissement, on favorise la consommation. Mais il y a eu un impact vraiment réel sur l'économie. Le chômage aux États-Unis est au plus bas depuis 48 ans. La croissance est très forte. Les entreprises vont très bien. Elles ont été recapitalisées, les banques également. Les résultats d'entreprise sont en forte hausse, plus 20% de résultats aux États-Unis cette année, plus 10% en Europe. Donc les signaux de l'économie réelle américaine que vous êtes en train de me donner sont plutôt bons, donc ne devraient pas justement inciter à une crise, même s'il y a une crainte à propos de la déréglementation. Alors après, il y a la question de la valorisation. Et alors pour l'instant, les actions ne sont pas très très chères et se payent en moyenne 16 fois les bénéfices attendus. Ça paraît un peu abstrait comme ça, mais en réalité c'est assez raisonnable. C'est-à-dire que si on atteint un bénéfice, on va payer 16 fois le prix de ce bénéfice pour avoir l'action. Absolument. Il vaut mieux que le bénéfice soit fait, sinon absolument. Il y a crise. Et donc plus on est confiant, plus on est prêt à payer cher. Mais finalement 16 fois, c'est la moyenne historique. À Paris, on est plutôt à 14 fois. Donc il n'y a pas de surévaluation pour l'instant. Le problème, c'est qu'on en a parlé tout à l'heure, il va falloir remonter les taux, il va falloir prendre des mesures un petit peu plus restrictives et peut-être qu'on va se rendre compte qu'après 10 années de croissance, on est peut-être à la fin d'un cycle. Et là, on pourrait avoir une correction boursière, peut-être pas de krach, mais en tout cas, si la croissance est moins forte et si on augmente les taux, on favorise moins l'économie, moins l'investissement, et ça pourrait se voir sur les actions. Une correction, mais pas de krach, c'est ce que vous nous dites. Rapidement, vous avez donné un peu la réponse, les prix de l'immobilier, est-ce qu'ils sont raisonnables?
Non, parce que les taux d'intérêt sont trop bas, c'est ça? En tout cas, les taux d'intérêt, c'est un très bon conseil. On peut aujourd'hui, il vaut mieux être emprunteur sur des taux d'intérêt qui sont très bas plutôt que de placer son argent sur des taux d'intérêt qui ne rapportent rien. Le problème des épargnants. Donc ce que vous dites, c'est qu'il vaut mieux aujourd'hui emprunter sur un crédit immobilier. Acheter l'immobilier, même si l'immobilier est un peu cher, plutôt que de placer. Aujourd'hui, la caisse d'épargne, c'est 0,75%. Les obligations rapportent moins de 1%. Donc on a plutôt intérêt aujourd'hui à s'endetter à des taux assez bas plutôt que de placer sur des taux qui ne rapportent rien. C'est le conseil de ma banque. Quelles sont les valeurs dans lesquelles les autres valeurs dans lesquelles il est prudent d'investir aujourd'hui? Alors, le problème, c'est qu'il n'y a pas de rendement. On ne trouve pas de rendement, on ne sait pas comment valoriser, faire travailler son épargne. Et finalement, quand on regarde dans toutes les possibilités de placement qu'on peut avoir, qu'est-ce qui rapporte à peu près correctement? Ce sont les actions. Donc il faut aller sur les actions. Sur quel type d'actions? Il faut chercher des actions qui sont des valeurs de qualité et qui ont un rendement minimum. Il ne faut peut-être pas spécialement s'intéresser aux valeurs les plus spéculatives. Par exemple, une action comme Total, par exemple, profite de la hausse du prix du pétrole, rapporte aujourd'hui du 5%. On a une bonne visibilité à plusieurs années. Les valeurs pétrolières. Les valeurs pétrolières. Qu'est-ce qu'il faut éviter? Alors, ce qu'il faut éviter, ce sont tout ce qui dépend des taux d'intérêt. Les taux d'intérêt vont monter et donc il faut éviter les obligations, les placements en assurance vie. On a tous de l'assurance vie avec des obligations dedans. Ça, il faut être très prudent. Il vaut mieux aller se reporter une partie de ces placements en assurance vie sur des actions, des grandes valeurs, L'Oréal, Essilor. On est sur toutes ces belles valeurs, c'est pas un hasard, pratiquement au plus haut historique. Sur toutes les grandes valeurs de la côte, y compris au CAC 40. Merci Roland Laskin. Vos conseils bourse sont à retrouver dans la rubrique économie du Figaro.fr. Est-ce qu'après justement avoir entendu ce diagnostic, est-ce qu'après avoir entendu cette analyse, vous craignez un krach boursier, une nouvelle crise économique? Vous répondez toujours oui. Eh bien, on continue de vous poser la question sur Twitter, #Figaro Live, #les décrypteurs. Et on va continuer d'en débattre avec nos invités. Vos commentaires et vos questions, notamment celle de Jacques André. Quel ratio des fonds déposés par les particuliers permet à la banque de lever du crédit auprès de la Banque centrale? Eh bien, c'est une excellente question qu'on va pouvoir poser à nos invités dans un instant. Nous a rejoint des réseaux sociaux. Alors avant qu'il vous en pose une, justement, on va reprendre peut-être cette question donc de Jacques André. Quel ratio des fonds déposés par les particuliers permet à la banque de lever du crédit auprès de la Banque centrale? Christian Saint-Etienne. Il n'y a plus de taux de réserves obligatoires aujourd'hui sur les dépôts. Sur les crédits, c'est la qualité du portefeuille de crédit des banques commerciales qui leur permet d'aller se refinancer à la Banque centrale. Donc, il n'y a pas de coefficient du type de ce qu'évoque l'internaute. C'était plutôt il y a quelques dizaines d'années, ou surtout au XIXe siècle. Aujourd'hui, c'est la qualité de l'actif de la banque. Et donc, si cet actif est très bien coté, elle peut refinancer la totalité de ce qui est bien coté. Roland? Sur les systèmes bancaires, je laisse la parole à mon voisin. Une autre question? Oui, une question, celle de Catherine. Après la crise des subprimes en 2008, est-ce que la prochaine pourrait venir des étudiants américains? On sait qu'ils font énormément de prêts. Est-ce qu'ils seront capables de les rembourser, Roland? Écoutez, ce qui est le problème, c'est que Bertie l'a bien expliqué, les subprimes, ça avait été refinancé. Le risque s'était promené auprès de plusieurs intermédiaires. Effectivement, pour l'instant, en tout cas, le chômage des jeunes aux États-Unis est très très bas, donc on a moins d'inquiétude. Les jeunes diplômés retrouvent du travail, donc il n'y a pas d'inquiétude. Mais si demain on a un cycle baissier et que le chômage repart à la hausse, si les jeunes auront du mal à retrouver du travail, eh bien on peut effectivement craindre, surtout si le risque a été distribué dans tout le système bancaire, un incident. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Alors, je rebondis sur cette question qui est lancinante, qui revient. Est-ce que ce risque, on a vu pour les États-Unis, est-ce qu'il peut également se produire en France?
C'est justement le problème de remboursement des études. Bon. Des gens qui n'arriveraient pas Pour à rembourser l'instant, leurs en France, études. on n'a pas du tout l'ampleur des prêts étudiants qu'on a aux États-Unis. Généralement, en France, aujourd'hui, on prête pour l'essentiel aux étudiants de grandes écoles et qui sont à 95% assurés d'avoir un emploi dans les 6 mois après la sortie de l'école. Donc, il n'y a pas de risque de l'ampleur des États-Unis. Aux États-Unis, c'est un système très particulier qui date de la Deuxième Guerre mondiale, qui avait été mis en place après la Deuxième Guerre mondiale pour permettre aux GI de refaire des études, et puis ça a été maintenu pour des raisons politiques. Ça représente des centaines et des centaines de milliards de dollars. Ce qui est très important, c'est que pour comprendre la situation, c'est ce qu'a dit Bertil tout à l'heure, c'est qui achète ces crédits. Si vous voulez, la crise aurait dû rester américaine. Simplement, il y a des banquiers stupides et criminels qui auraient dû être punis en Allemagne, en Italie, en France, moins en France qu'ailleurs en 2008. C'est des gens qui avaient acheté ces crédits aux États-Unis à ce moment-là, en 2006-2007, parce qu'on pensait que ça rapportait beaucoup. Alors si aujourd'hui il y a des banquiers européens qui sont assez stupides pour acheter des crédits étudiants américains, il faudrait leur promettre la prison tout de suite, parce qu'effectivement c'est le conduit qui conduit à ce qu'une crise américaine passe en Europe. Si on coupe ce conduit, il peut y avoir des problèmes du crédit aux étudiants aux États-Unis, mais à ce moment-là, très vraisemblablement, c'est l'État fédéral qui apportera une garantie au moment nécessaire. On a 2 sujets comme ça aux États-Unis sur lesquels on a des inquiétudes. C'est les crédits aux étudiants et c'est aussi le crédit automobile, le crédit consommation automobile. Voilà, donc là, c'est des sujets sur lesquels on sait, parce qu'il y a des progressions très fortes, qu'il peut y avoir des soucis. S'il y a une correction, s'il y a l'éclatement d'une bulle, ça ne fait pas à nouveau une crise systémique mondiale comme on a pu le voir sur le subprime. Alors, juste une question sur ça. Vous expliquiez tout à l'heure qu'il y avait une crise, et avec Christian Saint-Etienne aussi, d'un mot qui est un peu savant, d'intermédiation. C'est-à-dire qu'il y a une crise de ces acteurs qui finalement pris... le problème, ce sont ces acteurs qui ont pris les risques de ces emprunts toxiques. Est-ce qu'aujourd'hui, après les dispositifs de 2008, on est plus garanti par rapport à ça? Ou bien est-ce qu'avec le shadow system, le risque, il est par nature disséminé sur l'ensemble de la planète financière. Donc la question, c'est est-ce qu'on a des poches de risque qu'on ne voit pas et qui peuvent exploser? La question, c'est de savoir si la défaillance, l'explosion d'une bulle créerait la défaillance d'un acteur qui aurait des conséquences sur l'ensemble du système. C'est vraiment ça le sujet. On l'avait à l'époque, on l'a un petit peu moins aujourd'hui. Et le problème, c'est donc on a aussi essayé d'identifier des institutions qu'on dit systémiques, pour lesquelles on pourrait avoir des interventions fortes pour éviter justement qu'on ait cette contagion du problème d'un acteur vers l'ensemble de la planète financière. Et juste une définition sur le système. Quand on parle de risque systémique, c'est un risque qui peut porter sur l'ensemble du système financier et économique. Une autre question? Oui, alors Bertie, justement, j'en viens à la question de Betsy qui nous regarde actuellement sur Facebook. Est-ce que les banques font des tests? Est-ce qu'elles se préparent justement à d'éventuels cracks boursiers? Et elle ajoute dans sa question, est-ce que l'État serait aujourd'hui dans la capacité de pouvoir rembourser les Français, justement? Je crois que l'État assure au minimum 30 000 euros de remboursement. 100 000 par contre. 100 000 du coup. Est-ce que l'État aujourd'hui en serait capable? Alors, est-ce qu'il y a des tests? Il y en a énormément. C'est l'une des leçons qui a été tirée de 2008 et qui est plutôt faite de façon assez sérieuse. C'est ce qu'on appelle les stress tests. Et donc là, ce sont les autorités bancaires et financières, on va dire la Fed aux États-Unis, la BCE en Europe et l'autorité bancaire européenne, qui demandent chaque année aux banques de tester un scénario noir pour voir dans quelle mesure elles résistent ou pas au choc. Voilà. Donc c'est des scénarios de récession économique, de choc financier, de crise boursière, sur lesquels on regarde ce qui se passe et est-ce qu'on a assez de capital dans chacune des banques pour résister au choc. Du fait de ces tests, les niveaux de fonds propres de l'ensemble des banques ont été assez significativement relevés ces dernières années. La deuxième partie de la question, pardon, c'était le remboursement. Est-ce que l'État... Oui, c'est ça. Dans un monde idéal, si une banque devait avoir une grosse difficulté et faire faillite,
on aurait la partie des dépôts des particuliers qui seraient immunisés de cette situation grâce à un système qu'on appelle la garantie des dépôts. C'est un système dans lequel toutes les banques aujourd'hui abondent, cotisent, j'allais dire. Et puis si on a une défaillance d'une banque, on rembourse les déposants de cette banque à hauteur de 100 000 euros. Christian Saint-Etienne, je ne me trompe pas. Oui, c'est 100 000. Voilà, jusqu'à 100 000 euros d'épargne ou de compte courant, vous êtes remboursé, sécurisé sur ce 100 000 par personne. Si vous avez, vous avez 6 comptes à la banque, vous n'êtes remboursé qu'une fois 100 000. Très bien. Voilà. Et donc vous avez cette partie-là qui est sécurisée. Et pour ce qui est de tous les risques de marché, à ce moment-là, les autorités bancaires essayent de dénouer les risques au fur et à mesure. Et puis chacun prend ses paumes. C'est aussi la logique du marché. C'est de dire, si vous avez des crédits qui ont été, des engagements qui ont été pris auprès d'une autre institution financière, c'est à elle aussi de vérifier qu'elle a fait qu'elle s'est engagée à bon escient. Je reprécise un point là. Christian Saint-Etienne, c'est 100 000 par personne ou par ménage? C'est 100 000 par personne. Si votre épouse ou votre conjoint a un autre compte, c'est 100 000 par personne. D'accord. Les banques françaises, c'est Dominique qui nous pose cette question sur Facebook. Mais si vous avez un seul compte commun, c'est 100 000 pour le ménage. Nuance importante. Donc, voilà. Les banques profitent-elles de la dette de la France pour faire des profits? On n'a pas parlé d'un autre problème qui est celui de la dette souveraine. Il faut se souvenir que avant le développement des marchés financiers, la France se finançait au début des années 80, la République française à 10, 11, 12, 13, 14%. Aujourd'hui, grâce aux marchés financiers dans le cadre de la politique monétaire de la BCE, l'État français se refinance à zéro sur des échéances courtes et son taux à 10 ans est autour de 0,8 et donc jamais ça a été aussi peu cher. Donc on est plutôt dans une situation où si on repassait à un financement direct de l'État par un emprunt auprès des particuliers, ça coûterait plutôt 3 ou 4 fois plus. Donc les marchés financiers financent à un taux très faible, mais sous réserve qu'ils aient confiance dans la crédibilité de l'État et dans sa capacité à rembourser demain. Donc vous répondez à Dominique, oui, non. Est-ce qu'on profite de la dette? Est-ce qu'on profite de la dette pour faire des profits? Non, la réponse est actuellement et surtout pas, au contraire. Une autre question, voilà. Une autre question, celle de Finarin. Je me demande quand l'Europe interviendra et réglementera les marchés financiers. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, le fait que l'Europe à 27, aujourd'hui, est-ce qu'il peut y avoir quelques divergences entre ces 27? Est-ce qu'ils n'arrivent pas à se mettre d'accord sur une réglementation commune? Il faut distinguer l'intermédiation, c'est peut-être un terme technique, mais c'est néanmoins clé. L'intermédiation, c'est comment on finance les gens qui empruntent, une entreprise qui achète des machines, un ménage qui achète un appartement, il a besoin de crédit. Et sur le marché financier, la spéculation boursière. C'est soit les banques, soit le marché financier. C'est-à-dire que notamment une entreprise qui a une certaine taille, elle peut s'adresser soit à sa banque, soit directement au marché financier en émettant des billets de trésorerie, des certificats. Enfin, elle peut emprunter à moyen terme avec des BNTN, elle peut faire des obligations. Bon, donc dans ce contexte où vous avez, pour faire assurer l'intermédiation, un système bancaire qui a la particularité centrale de mutualiser le risque, et des systèmes financiers qui ne mutualisent pas le risque. C'est ça la clé absolue de compréhension du fonctionnement du système. C'est-à-dire quand vous achetez une obligation émise par Saint-Gobain, vous, Monsieur Dupont ou Madame Schmoll, eh bien, vous êtes en risque à 100% sur Saint-Gobain. Alors que quand vous avez un dépôt à la BNP, vous êtes garanti par la centaine de milliards de fonds propres de la BNP avant qu'on vienne chercher votre dépôt. Et en plus, vous aurez la garantie de l'État. Donc, ça, c'est le fonctionnement du système. Indépendamment du fonctionnement du système financier, il y a une autre dimension qui est décisive, et je pense que l'internaute pense à ça, c'est la concurrence fiscale et sociale. C'est-à-dire
qu'un système financier défini, comme on vient de le faire, après s'applique des taux de fiscalité. Est-ce qu'on fiscalise les plus-values ou pas? À quel taux on fiscalise les profits des entreprises, ainsi de suite. Or, là je me bats je suis un des seuls en Europe à me battre depuis 15 ans sur ce thème. L'Europe est un monstre de ce point de vue-là, de la concurrence fiscale et sociale. Le niveau de concurrence fiscale et sociale à l'intérieur de l'Europe est le plus violent de la planète. Nous sommes en concurrence sur le taux d'IS de l'Irlande à 12,5 quand nous on est à 25. Nous sommes en concurrence avec les 5 monstres, Chypre, Malte, l'Irlande, Luxembourg, Pays-Bas, où on organise des tas de tuyaux pour ne pas vous fiscaliser. Et là, c'est scandaleux, c'est ignoble, et il faut aller un jour ou l'autre, comme aux États-Unis, hein, comme ces sujets sont complexes, il faut faire un parallèle. Aux États-Unis, les 50 États américains ont tous les mêmes règles fiscales et sociales. Donc, il faut impérativement que l'Europe aille dans cette direction. La concurrence par les marchés de biens et services, c'est décisif, c'est excellent. Mais la concurrence par les normes fiscales et sociales, c'est monstrueux. Et vous développez, j'imagine, cette thèse vous développez cette thèse dans votre dernier livre, Osons l'Europe des nations, c'est aux éditions de l'Observatoire. Merci beaucoup, Christian Saint-Etienne. Merci, Bertie. Merci, Roland. On citait Nicolas Bouzou également au début de cette émission. Son livre avec la sociologue Julia de Funès s'appelle La comédie inhumaine. Et l'interview de Julia de Funès est à retrouver sur le portail Figaro Live, rubrique Le Talk Décideur. Tout comme vous pouvez retrouver Cap sur la Bourse avec Roland Laskin et également les conseils du Figaro Bourse et également le Grand Témoin sur Figaro Live et également vous pouvez retrouver les chroniques de Bertie Bayard qui paraissent dans les pages débat et opinion du Figaro. La prochaine porte sur quoi? Vous ne savez pas encore? Ah non, c'est dans 24 ou 48 heures. Donc, ce sera une question d'actualité. Merci beaucoup. Demain, les décrypteurs reviennent sur une autre question d'actualité, le rapport du GIEC sur le climat, sauf bien sûr un autre coup de théâtre dans l'actualité. À très vite sur Figaro Live.